pour si nécessaires que soient les expériences d'autonomie ou de type ZAD, ou etc., quel que soit le nom qu'on leur donne, à la vitalité d'une formation sociale communiste. Ce que nous disons par ailleurs, c'est que le communisme ne s'y épuise pas. Voilà. Il ne peut pas consister en ce que j'appellerais un zadisme généralisé, n'est-ce pas, où le communisme serait en quelque sorte l'extrapolation à grande échelle de la forme de vie qui se pratique à l'échelle de la ZAD, ou consisterait en une espèce de réseau ou de maillage par des ZAD interconnectés de telle ou telle manière. Et c'est là que la question du rembobinage de notre désir matériel jusqu'où est la question décisive, parce que ça pose la question de la division du travail. C'est une question qui, à mes yeux, est centrale, et je crois que pour Bernard, elle est très importante également. Et en effet, là, vraiment, comme Bernard l'a dit à l'instant, la division du travail ne se conçoit pas sous l'espèce de l'additif, de l'additivité. Ce n'est pas la somme d'une série d'activités. La division du travail se conçoit sous l'espèce des interactions et de l'intégration générale et des interactions que ça permet, avec une sorte de supplément par rapport à la somme des composantes et des contributions, des composantes contributives. Donc et c'est la raison pour laquelle la division de ce travail ne se conçoit globalement qu'à une certaine échelle, pas aux échelles locales. Et tu dis d'ailleurs, la ZAD ne peut pas produire ses propres moyens de production. Exactement. C'est un point décisif. Moi, elle a besoin pour produire ce dont elle a besoin. Voilà. Elle ne peut pas le produire elle-même. Et ça ne peut se faire que dans un système intégré. C'est ça. La question n'est pas seulement celle. Beaucoup plus large. La question n'est pas seulement celle de la production. C'est la question de la production, des moyens de la production. Voilà, c'est une question décisive et qui fait changer complètement d'échelle la manière dont on se représente le problème. Bon, donc la division du travail est par essence un phénomène macrosocial, ce qui ne préjuge pas de la manière, je dirais multiscalaire, étagée sur une série d'échelles territoriales différentielles dont on va l'organiser. Mais il y a cette dimension macrosociale à laquelle on ne peut pas échapper. Et en effet, à un moment, il faut poser des questions tout à fait prosaïques, mais qu'est-ce que tu veux, qui sont quand même décisives. Maintenant, il va falloir dire à quoi on renonce et à quoi on ne veut pas renoncer. À renoncer à l'iPhone 15, ça oui, je crois qu'on peut le dire. Renoncer à l'eau chaude, à l'eau courante, froide et chaude. C'est complètement idiot, hein. Mais un réseau d'adduction d'eau, c'est pas rien à engendrer du point de vue. En réalité, n'importe quel objet, même le plus prosaïque, c'est pas rien à engendrer. En réalité, on peut même dire que dans n'importe quel objet, même le plus simple que ce soit, c'est d'une certaine manière la totalité de la division du travail capitaliste, synchronique et diachronique, qui se trouve repliée. Et de la division du travail tout court, dans un régime qui ne serait plus capitaliste. Il faudrait substituer un régime. Voilà, ce qui signifie, en tout cas, c'est ça le point important, si tu veux. Est-ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'on veut se passer de réfrigérateurs? Est-ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'on veut se passer de moyens de télécommunication? Est-ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'on veut se passer d'une pharmacopée minimale, d'instruments chirurgicaux, d'imagerie médicale, ce que je sais. Voilà. Bon. Tout ceci pour dire que si nous nous distinguons, Bernard et moi, dans ce débat, c'est en ce point que faire l'impasse sur la question des forces productives et de leur niveau de développement nous semble désastreux. Et pour autant, si nous posons la question des forces productives et de leur développement, c'est pour les affranchir, mais alors catégoriquement, d'un certain régime qu'on appelle le productivisme. Le productivisme, c'est le développement intransitif des forces productives. Développement pour le développement. En réalité, pas si intransitif que ça. Développement anarchique et illimité, toujours justifié en dernière analyse par l'extraction de la valeur et l'accumulation du capital. C'est le productivisme, c'est-à-dire ce développement sauvage des forces productives, qui est notre plaie et avec quoi nous voulons rompre. Qui est sans fin. Voilà, au deux sens du mot. Voilà, et qui est absolument. Sinon fétichiste, c'est-à-dire que sa propre fin, c'est lui-même, et c'est de continuer jusqu'à l'écocide. C'est un processus, comme on dit en termes savants, autotélique, qui est à lui seul sa propre fin, n'est-ce pas? C'est une spirale, puisque la Terre n'a pas des ressources Alors infinies. voilà, donc c'est une impasse absolue. Et c'est ici que l'idée que Bernard a formulée tout à l'heure de souveraineté populaire sur le travail
travail est particulièrement décisive. Et en effet, Bernard s'est repris parce qu'il a dit souveraineté populaire, après avoir dit souveraineté des producteurs, parce que la souveraineté populaire ne se limite pas à la souveraineté des producteurs. La souveraineté sur la production se conçoit de deux manières. Il y a la souveraineté sur la manière dont s'organise concrètement et même localement la production. Ça, c'est la souveraineté des producteurs sur leur lieu de travail. Et puis, il y a la souveraineté sur la manière de déterminer collectivement la façon dont on va piloter la division du travail, ses extensions ou ses diminutions, là où il faut en rabattre, là où il faut faire des efforts, etc. etc. Et ça, c'est une souveraineté populaire parce que c'est une souveraineté politique lato sensu, en effet. En tout cas, voilà, moi, c'est le point décisif. Nous ne voulons pas faire l'impasse sur la question des forces productives, mais nous voulons soustraire le régime dans lequel les forces productives s'exercent à tout ce qui est de l'ordre du productivisme. Alors, dont la forme principale est capitaliste, mais qu'on a connu également dans les pays dits du socialisme réel, dont, en effet, comme tu l'as rappelé il y a un instant, certains ont pu estimer qu'il ne consistait en rien d'autre que, finalement, un capitalisme étatisé. Bon. Il y a un point de discussion théorique là-dessus, c'est pas très important, mais bref, l'essentiel, on sait bien qu'en URSS, on a détruit la nature avec le même entrain que dans les pays capitalistes. Et ça fait partie des choses qui ne nous sont plus autorisées.